Des chiens blessés ou tués à la chasse au sanglier, c'est assez fréquent. On va interroger une vétérinaire, Dorothée Ayri, qui a soigné des chiens de chasse pendant beaucoup d'années. Avant ça, je vais vous lire des messages qu'on a pu se procurer, écrits par des chasseurs eux-mêmes, diffusés sur des réseaux sociaux destinés à d'autres chasseurs, des messages qui sont tous récents de cette année, dans lesquels les chasseurs décrivent eux-mêmes ce que vivent leurs chiens. Alors ça va aller crescendo. Jinka s'est fait charger par un sanglier mâle, il l'a fait voler puis taper à plusieurs reprises. Un autre chasseur qui dit ce sanglier mâle de 70 kg aura laissé quelques traces. Un autre qui dit malheureusement un chien qui a bien morflé. Un autre encore contact dur avec un sanglier. Odin a eu chaud, canine démontée et une partie de la gencive jusqu'à l'os. Apéro. Alors Apéro, c'est le nom du chien de chasse, on ne se moque pas. Apéro a fait un tour chez le vétérinaire, il s'en sortira avec pas mal de repos. Petite pensée à mon Gizmo, qui repasse sur la table d'opération pour la deuxième fois cette semaine. Joli sanglier de 119 kg, qui a envoyé 5 chiens chez le vétérinaire. Encore un autre. Alors celui-là, il court toujours, il parle du sanglier. Au total, 6 chiens bien amochés. Nos amis vétérinaires débordés, obligés de contacter 2 cliniques. C'est vrai qu'on n'y pense pas, le fait que ça occupe de la place chez les vétérinaires, finalement, les chiens de chasse. Lucky, blessé par un gros sanglier, sera soigné correctement, mais 6 jours plus tard, son état se dégrade. Il passe 3 jours en clinique, mais ce matin, plus aucun espoir. Il a fallu prendre la dure décision. Adieu Lucky, tu rejoins Odin, mort au champ d'honneur. Et tous les deux rejoignent Nock, parti en décembre dernier. Un autre chasseur, sanglier de 200 kg tué par mon fils. Grosse pensée à mon chien mort et bon rétablissement aux 2 autres. Et puis enfin, ce chasseur qui dit « Journée meurtrière pour nos amis à 4 pattes, 2 chiens tués, 7 blessés ». Dorothée, vous avez travaillé combien de temps en tant que vétérinaire et dans quel contexte? Alors je suis vétérinaire depuis 2006. J'ai toujours exercé dans des petites villes ou des moyennes villes. Et par conséquent, j'ai été toujours amenée à soigner des chiens de chasse. Est-ce que c'était fréquent de recevoir des chiens blessés à la chasse? Et c'était quel genre de chien? Alors oui, c'est fréquent de recevoir des chiens de chasse blessés. Et en fait, de très loin, c'est des chiens de chasse qui sont utilisés pour chasser les grands gibiers et notamment pour chasser les sangliers. Les sangliers, en fait, possèdent des canines qui sont très modifiées. Et donc on appelle ça s'appelle des défenses pour les canines inférieures. Et les canines supérieures s'appellent des grès, donc chez les mâles, sont très très importantes. Et c'est ça qui va causer des blessures sur les chiens. Les femelles aussi provoquent des morsures, mais les canines sont moins développées, donc les morsures sont moins profondes en général. Le principe de cette chasse, c'est de lâcher des chiens ensemble. Et il y a en fait 2 scénarios. Soit les chiens vont débusquer les sangliers et les faire sortir dans un champ. Il peut y avoir premier scénario, il y a des chasseurs qui vont être postés et qui vont les tuer à ce moment-là. Et deuxième scénario, en fait, le sanglier va se retrouver plutôt possiblement dans un bois. Et on appelle ça un sanglier aux fermes. Il va être entouré des chiens. Il va être un peu immobilisé par les chiens. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les accidents se produisent. On avait enquêté sur le ferme, là, qui est le terme employé par les chasseurs pour dire que le sanglier est acculé et que les chiens le bloquent et après les chasseurs peuvent venir le tuer. Et les images qu'on avait montrées, qui étaient la plupart du temps filmées par les chasseurs eux-mêmes, étaient absolument abominables. Et pour l'instant, on ne s'était pas tellement intéressé en fait aux chiens de chasse, mais rien que ce que font subir les chasseurs aux sangliers, c'était absolument atroce, les tuer avec des épieux, enfin c'était horrible. Et en fait, il y a aussi quelque chose auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'en fait les sangliers eux-mêmes, ils se défendent, donc possiblement ils font des ravages en fait sur les chiens. Effectivement, il y a des chiens qu'on voit donc jamais en urgence puisqu'ils meurent sur place. C'est comme un combat entre un chien et un sanglier. Il y a des chiens qui vont pouvoir être tués sur place et puis d'autres qui vont donc être blessés plus ou moins gravement. Et le sanglier là, il lutte pour survivre, il fait ce qu'il peut, donc il se défend et s'il y a des chiens autour, il attaque les chiens puisque le sanglier, son mode de défense quand il est attaqué, c'est de mordre et d'utiliser pour les mâles, notamment les défenses. Les sangliers donnent des coups de tête comme ça. Exactement, exactement. Et c'est ça qui blesse les chiens. Et quelles sont les blessures les plus fréquentes que vous pouviez constater chez les chiens? La gravité des blessures est évidemment liée à la localisation. Si les blessures sont localisées au niveau de l'abdomen, du thorax, de la gorge, effectivement là ça va être des blessures qui peuvent être graves. Les blessures, on a d'autres types de blessures qui vont être qualifiées de moins graves si elles atteignent juste un petit peu la peau, les tissus sous-cutanés et les tissus musculaires. Il
faut comprendre en fait quelque chose d'important, c'est que les défenses des sangliers font quelques centimètres, mais en réalité il y a la poussée des chocs et l'élasticité des tissus qui font que c'est des plaies qui ne vont pas faire juste la hauteur de la défense. Mais tout cet ensemble va faire qu'en fait ça va être des plaies qui peuvent faire couramment 10 cm ou 20 cm. Et le piège, c'est qu'on peut avoir d'extérieur juste un petit trou où la dent est passée, la dent perce, de la largeur de la dent on va dire, et se retrouver avec des lacérations plus profondément, comme je dis, de 10-20 cm. Et dans ces cas-là, quels soins on peut apporter, quels soins vous apportiez? Quand on voit arriver ces chiens-là, on fait déjà une première estimation de la localisation des blessures et du nombre de blessures, parce que très souvent il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Et on va aussi tout de suite gérer la douleur, puisque c'est des plaies traumatiques qui sont très douloureuses. Dans un troisième temps, on va prévoir d'anesthésier le chien pour pouvoir nettoyer les plaies, les explorer, c'est-à-dire en fait parfois on est obligé d'ouvrir en cutané de façon plus importante que le trou qu'on observe, parce que comme je l'ai expliqué, il y a des lacérations qui peuvent être plus profondes, donc on ne pourrait pas suturer juste par un petit trou, donc il faut ouvrir plus, et puis suturer tous les dégâts qui ont été faits. Est-ce que les chasseurs trouvaient normal que leur chien soit blessé comme ça? Est-ce que pour eux c'est un accident exceptionnel ou est-ce que ça fait partie de la chasse? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ces accidents-là sont fréquents, donc ils font partie intégralement de cette chasse-là. Il y a d'ailleurs des accessoires qui sont parfois utilisés par certains chasseurs qui sont des gilets de protection. Mais en réalité, ces gilets sont lourds, handicapent les chiens plus qu'autre chose. Ils ne sont pas si efficaces que ça. Et du coup, il y a peu de chasseurs qui les utilisent. Est-ce qu'à votre connaissance, les chasseurs parfois tentent de faire eux-mêmes les soins pour pas peut-être dépenser l'argent chez le vétérinaire tout simplement? C'est certain, de toute façon on ne voit pas tous les chiens arriver en clientèle. Il y a des chiens qui sont soignés dans les cabanes de chasse. Alors quand c'est des plaies superficielles, je pense qu'ils sont tout à fait capables de gérer ces plaies. Mais malheureusement il y a ce gros point qui est que d'extérieur, une plaie n'est pas forcément facilement évaluée quant à sa gravité, et souvent ils nous disent qu'ils mettent le doigt dans la plaie en fait pour évaluer sa profondeur par exemple, ce qui est bien évidemment catastrophique. D'un autre côté, on peut voir aussi des chiens déjà agrafés, parce que en fait ce qu'ils savent faire c'est mettre des agrafes qui permet de rapprocher une plaie cutanée. Et on peut voir un chien arriver avec des complications quelques jours après, parce que justement la gravité de la plaie n'avait pas été bien évaluée. D'accord, parce que les agrafes, c'est des outils qu'utilisent aussi les vétérinaires, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, c'est ça l'idée? Oui, on utilise aussi des agrafes pour suturer des plaies. C'est ce qui est le plus facile à poser. Bon, bien sûr, nous on va faire ça sous anesthésie générale, on ne fait pas ça sans anesthésie générale, ou au moins locale, suivant la plaie. Ça remplace un peu le fil de suture, et ça c'est effectivement accessible à n'importe qui. Par contre, les chasseurs n'ont pas de quoi anesthésier a priori? Non, si c'est fait dans les cabanes de chasse, c'est des produits qui sont à usage vétérinaire et uniquement possédés par des vétérinaires. Est-ce que les chasseurs vous parlent de ce qu'ils vivent avec leurs chiens en dehors du moment de la chasse? Alors non, pas vraiment, mais on croise très peu dans la nature, hors période de chasse, des chiens type Jacques Terrier ou Anglo qui sont utilisés dans la chasse au sanglier par exemple. Donc on sait très bien que la plupart de ces chiens vivent dans des chenils et ne sortent que en période de chasse pour faire leurs actions de chasse. Et d'ailleurs, les chasseurs, c'est souvent leur argument de dire que les chiens sont heureux d'aller à la chasse. Et c'est vrai que quand on voit des chiens qui sont apportés le matin de la battue
dans les 4x4 et qui sortent pour aller enfin courir après le sanglier, ils ont l'air contents d'y aller. Donc, c'est quoi votre avis là-dessus? Ah bah bien sûr qu'ils sont contents d'aller à la chasse. Si on imagine leur vie en chenil, pour un chien sortir, ils sont évidemment contents de sortir, de se dépenser. C'est en fait ils assouvissent des besoins tout bêtement naturels de voir d'autres choses que leur chenil. Donc bien sûr que ces chiens-là sont contents de sortir. D'ailleurs, c'est des chiens qui paraissent pas très intelligents, parce qu'en fait, ils n'ont que l'expérience de la chasse. C'est pas des chiens qui vont avoir été emmenés dans des clubs d'éducation, qui vont faire d'autres activités et qui pourraient permettre de développer leur intelligence. D'avoir comme seule activité que la chasse, ça rend pas très intelligent, c'est ce que vous êtes en train de dire, attention. On m'a vraiment mordu là. Est-ce qu'on sait quelle est la durée de vie de ces chiens de chasse au sanglier? De toute façon, on va avoir très peu ces chiens en dehors des accidents de chasse. Et on n'en voit pas tellement qui ont plus que 7-8 ans. Ce qui n'est pas très âgé pour les races qui sont utilisées. On peut considérer que c'est plutôt le double, enfin disons 12-14 ans. Et du coup, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Après toutes ces années de travail au contact des chasseurs et des chiens de chasse, en tant que vétérinaire, qu'est-ce qu'on peut en conclure, enfin, selon vous, sur cette relation qui peut paraître étrange de l'extérieur entre l'humain chasseur et son chien dans le cas de la chasse au sanglier? Ça pose quand même plusieurs questionnements. Le premier, c'est que on a interdit en France les combats entre chiens, mais que dans cette chasse, finalement, on autorise des combats entre des chiens et des sangliers. La deuxième question, c'est qu'il y a une attente sociétale qui est très forte actuellement sur le bien-être animal. Dans le code rural et dans le code pénal, il y a déjà des articles qui punissent les propriétaires pour négligence, parce que par manque de sécurité, par imprudence, ça entraîne la blessure de leurs animaux. Donc ces articles existent. Or là, la question, c'est pourquoi les chiens de chasse font donc exception. Est-ce qu'il faudrait appliquer la loi qui protège théoriquement les chiens, en tout cas les animaux domestiques, des compagnies, appliquer ça vraiment au cas réel et concret de la chasse, en particulier de la chasse au sanglier, qui en fait est une exception qui est acceptée parce que c'est la chasse en fait? Bah, c'est ça, probablement, c'est parce que c'est la chasse et que c'est accepté, mais dans le contexte actuel où il y a une attente sociétale pour le bien-être, je ne vois pas pourquoi on devrait maintenir des exceptions.